Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le temps, au cœur du désert arabique, à une époque où le monde se redessinait dans l'ombre, où des promesses étaient défaites pour être trahies et où un seul homme allait devenir à la fois un symbole de liberté, un outil impérial et une légende soigneusement construite. Cette histoire n'est pas un conte héroïque. C'est une histoire de guerre, de manipulation, de naïveté politique et de conséquences durables. L'homme au centre de ce récit s'appelait Lawrence d'Arabie. Mais pour comprendre qui il était vraiment, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Thomas Edward Lawrence naît en 1888 dans une Angleterre au sommet de sa puissance. L'Empire britannique contrôle des territoires immenses et se pense investi d'une mission morale. Lawrence grandit dans cet univers, mais sans jamais vraiment s'y intégrer. Il est différent, solitaire, intellectuel, fragile physiquement, mais obsédé par la rigueur mentale. Très tôt, il se passionne pour l'histoire ancienne, les croisades, les civilisations orientales. Là où d'autres voient l'Orient comme un simple espace à dominer, Lawrence y voit un monde vivant, complexe, porteur d'une mémoire longue. Il apprend l'arabe avec sérieux, voyage seul en Syrie et en Arabie, vit au rythme des tribus, observe leurs codes, leurs conflits, leurs alliances. Il ne les idéalise pas totalement, mais il les respecte. Et surtout, il les comprend mieux que n'importe quel officier britannique. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, le monde entre dans une phase de violence totale. L'Empire ottoman, déjà affaibli, choisit le camp allemand. Pour Londres, le Moyen-Orient devient un enjeu stratégique majeur. Le canal de Suez, les routes commerciales, les premières ressources pétrolières, tout est en jeu. Mais un problème se pose immédiatement. Les Britanniques dominent militairement, mais ils ne comprennent pas le terrain humain. Ils ne savent pas parler aux Arabes. Ils ne comprennent ni leurs divisions internes, ni leurs aspirations profondes. Lawrence devient alors une pièce rare, trop rare pour rester archéologue. Il est envoyé au Caire, intégré au service de renseignement. Officiellement, il analyse. En réalité, il sert de passerelle entre l'Empire et les chefs arabes. À cette époque, le monde arabe est sous domination ottomane depuis des siècles. Beaucoup de tribus nourrissent un ressentiment profond. Le shérif Hussein de la Mecque et ses fils, notamment Faisal, voient dans la guerre une opportunité historique, se libérer des Ottomans et créer un grand royaume arabe indépendant. Les Britanniques exploitent cet espoir. Ils promettent l'indépendance, ils promettent la reconnaissance, ils promettent un avenir souverain. Lawrence devient le porteur de ces promesses. C'est ici que commence le nœud moral de toute l'histoire. Lawrence croit, au moins en partie, à ce qu'il dit. Il n'est pas un cynique froid. Il pense réellement qu'une victoire arabe peut forcer les grandes puissances à respecter leurs engagements. Mais il est aussi un officier britannique. Il agit dans un cadre impérial. Et ce cadre ne vise pas l'émancipation des peuples, mais la préservation des intérêts stratégiques. Lawrence se retrouve pris entre deux loyautés incompatibles. Sur le terrain, la révolte arabe prend forme. Mais elle est fragile. Les tribus sont divisées, rivales, parfois méfiantes les unes envers les autres. Lawrence comprend très vite qu'une guerre classique est impossible. Les Ottomans disposent d'armées régulières, de canons, de chemins de fer. Les Arabes n'ont ni discipline centralisée, ni logistique lourde. Alors Lawrence propose autre chose, une guerre nouvelle, une guerre du désert, une guerre d'ombre.
saboter les voies ferrées du Hedjaz, attaquer les convois, harceler sans cesse, frapper là où on ne les attend pas, disparaître avant la riposte. Le désert n'est plus un obstacle, il devient une arme. Cette stratégie fonctionne. Elle épuise l'ennemi. Elle crée une insécurité permanente. Elle brise le moral ottoman. Lawrence participe personnellement aux opérations. Il marche des centaines de kilomètres, souffre de la soif, de la chaleur, du doute. Il partage les risques. Cela renforce sa crédibilité auprès des combattants arabes. Peu à peu, il cesse d'être vu comme un simple officier britannique. Il devient Lawrence d'Arabie, un symbole vivant de la révolte. L'épisode d'Aqaba cristallise cette transformation. Aqaba est un port stratégique protégé par la mer, considéré comme imprenable par une attaque terrestre. Lawrence propose l'impossible, l'attaquer par le désert. Une traversée longue, dangereuse, presque suicidaire. Les hommes doutent, certains meurent, les tensions tribales explosent, mais l'opération réussit. Aqaba tombe, la victoire est totale. Pour Londres, c'est un succès stratégique majeur. Pour la presse occidentale, c'est une épopée. Le mythe est lancé. Lawrence devient une figure romantique, presque mythologique. Mais pendant que la légende se construit sous le soleil du désert, une autre histoire s'écrit dans les bureaux feutrés de Londres et de Paris. Les accords Sykes-Picot sont négociés en secret. Ils prévoient le partage du Moyen-Orient entre zones d'influence française et britannique. Les frontières sont tracées à la règle. Les promesses faites aux Arabes sont vidées de leur substance. Lawrence est informé. Il comprend. Et c'est là que son drame personnel atteint son point de non-retour. Lawrence sait désormais que la victoire arabe n'aboutira pas à l'indépendance promise. Il continue pourtant la guerre. Pourquoi? Par loyauté envers les hommes qui se battent à ses côtés, par orgueil, par espoir naïf de pouvoir infléchir les décisions politiques. Il devient à la fois acteur et complice d'un mensonge historique. Chaque victoire renforce l'illusion d'une liberté à venir, alors même que cette liberté est déjà compromise. En 1918, les forces arabes entrent à Damas. L'Empire ottoman s'effondre. Pour les combattants arabes, c'est l'aboutissement d'un rêve, mais très vite, la réalité s'impose. Les Français et les Britanniques imposent leur mandat. Les promesses sont reniées. Faisal est écarté. Les frontières artificielles sont imposées. Lawrence assiste à cette trahison avec amertume. Il tente d'intervenir politiquement, plaide la cause arabe lors des négociations, mais il est marginalisé. Il n'est plus utile. L'Empire a déjà décidé. De retour en Angleterre, Lawrence est célébré comme un héros. Mais lui rejette cette gloire. Il refuse les décorations, fuit la presse, change de nom, s'engage comme simple soldat. Il cherche l'effacement. Peut-être l'expiation? Il écrit « Les 7 piliers de la sagesse », un ouvrage dense, complexe, à la fois épique et profondément douloureux. Ce n'est pas un livre de glorification, mais un témoignage hanté par la culpabilité et le doute. Lawrence meurt en 1935 dans un accident de moto. Une mort banale pour un homme devenu légende. Mais son héritage, lui, est immense et toujours visible. Les frontières tracées à cette époque, les promesses non tenues, les manipulations impériales continuent de structurer le Moyen-Orient moderne. Les conflits, les fractures, les ressentiments trouvent en partie leur origine dans cette période. Alors, qui était vraiment Lawrence d'Arabie? Un héros tragique, sincèrement attaché à la cause arabe, mais dépassé par les forces impériales, ou un instrument conscient d'une domination coloniale, habilement dissimulé derrière un discours romantique. La vérité se situe probablement entre les deux.
Et c'est précisément cette zone grise qui rend son histoire si essentielle à comprendre aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez et dites-moi en commentaire, Laurens d'Arabie, héros brisé ou architecte involontaire d'un monde instable?